Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir du monde pour cette conférence de la séquence Sénature. Euh, on a fait une journée des mangroves, on était un peu entre nous, pour rien vous cacher. Et donc on a tous été un peu frustrés parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et je suis très content, après avoir assisté aux présentations de la journée des mangroves, d'être à nouveau avec vous ce soir, parce que on a là un sujet qui est passionnant à plus d'un titre. D'abord, pour ceux qui aiment l'environnement, c'est un patrimoine naturel extraordinaire que l'on a en Nouvelle-Calédonie. Et pour un élu de la province sud, ça fait partie des motifs de fierté de notre pays, de ces choses qu'on a envie de faire connaître au monde et pour lesquelles on a envie d'attirer des gens ici en Nouvelle-Calédonie. Donc je me réjouis qu'on puisse avoir ce soir cette conférence et on a avec nous deux personnes qui sont passionnés par le sujet. On a Cyril Marchand, qui est vice-président à l'université, qui est, euh, on peut dire, un petit expert au niveau international sur la question. Alors, il est venu avec sa plus grande fan. Elle a 4 ans et demi, elle est là. Tu t'appelles comment? Olympe. Voilà, Olympe. Et puis, on a Emmanuel Couture, qui a la très mauvaise idée de nous laisser tomber pour aller à la Réunion. C'est pas bien, ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il a travaillé avec dévouement, il a accompli un très solide travail, on le remercie chaleureusement. On perd une ressource, puisqu'il était sur les mangroves, il était sur les requins, sur le climat. Donc on ne sait pas comment on va le remplacer. Mais donc on a la chance d'avoir ces deux personnes qui connaissent le sujet par cœur, qui ont fait beaucoup de choses, et qui ont donné vie à ce comité de coordination que j'ai appelé de mes voeux, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient déjà plein de choses sur les mangroves, mais qu'il manquait une espèce de communauté, de coalition de bonne volonté, pour que on échange sur les projets, qu'on se coordonne, et puis qu'on crédibilise ce sujet auprès des collectivités, parce qu'il faut évidemment lever des fonds, il faut donner toutes ces lettres de noblesse à ce sujet pour qu'il puisse vraiment aller au bout de tout son potentiel. Et je crois sincèrement que depuis quelques années qu'on a mis ça en place, on a fait des pas de géant grâce à votre travail. Et ce soir, vous allez avoir le plaisir d'avoir cette restitution de leur travail. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Alors je vois que j'ai le plaisir de voir qu'on a des gens de la mairie de Nouméa, il y a Tatiana, on a une grosse équipe de Païta. Je vois 3 élus, c'est ça, hein? Païta est dans la place, bravo. Je vois des gens que je connais, mais je ne vais pas tous les passer en revue. Et donc, je pense qu'on devrait tous passer un bon moment. J'aurais aimé qu'on soit plus nombreux, mais c'est pas grave. La qualité est là. Et donc, on devrait avoir une belle conférence. Je vous remercie et sans plus tarder, je donne la parole à nos orateurs. Cyril, à toi. Oui. Merci beaucoup Philippe, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues. Merci Philippe de nous accueillir et puis merci aussi de nous avoir aidés pendant toutes ces années. Parce que comme tu le disais, beaucoup d'initiatives éparses et puis malheureusement pas suffisamment de communication, pas suffisamment d'échanges entre les différents acteurs. Et si l'on veut être efficient et efficace dans la protection de l'environnement, il faut que les différents acteurs se parlent et pour ça il faut mettre un cadre. Et c'est ce que la province a réussi à faire en partenariat avec Nouméa et les villes du Grand Nouméa, Païta, Mondor et Doumbéa, qu'ils en soient remerciés. Créer des espaces d'échange, ça permet de mieux se connaître, de se comprendre, d'avancer ensemble, de trouver des moyens pour faire les choses, et puis ensuite d'avoir des résultats, parce que dans le contexte actuel, la priorité c'est bien d'avoir des résultats, et pour cela il faut mutualiser. Alors aujourd'hui nous allons faire une présentation à 2 voix avec Emmanuel. Je vais vous faire un petit speech sur les mangroves et spécifiquement sur les mangroves urbaines au niveau scientifique. Et puis Emmanuel déclinera le plan d'action mangrove de la province sud, les différentes actions qui ont été menées et celles qui se dérouleront dans les années à venir avec bien entendu votre concours. Une rapide définition sur les mangroves. Donc c'est un ensemble d'arbres, d'herbiers et d'arbustes à caractère halophyte. Alors sur le document c'est écrit halophile,
mais en fait c'est halophile. Halophile, c'est celui qui aime le sel. Le palétuvier, lui, n'aime pas le sel, mais il arrive à se développer sur un sol salé. Donc il a développé des capacités d'adaptation pour développer dans un environnement qui peut être considéré comme extrême, parce qu'une très forte salinité, parce qu'un manque d'oxygène dans le sol, et puis parce qu'on a un substrat qui est mouvant. Mouvant parce que c'est de la vase, mouvant avec la houle, mouvant avec les courants. Et donc c'est un écosystème qui va abriter une forte biodiversité. J'ai coutume de dire que les ressources fournies par la mangrove, elles sont nombreuses. Bien entendu, ici en Nouvelle-Calédonie, alors j'ai eu la chance d'étudier les mangroves en Amérique du Sud, aux Antilles, en Asie, au Vietnam, un peu partout dans le Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et un peu partout dans le monde, les gens du bord de mer, principalement dans les pays émergents, vivent grâce aux ressources fournies par la mangrove. C'est-à-dire que les gens vont à la pêche, crabes, poissons, crevettes, ils se nourrissent de ce qu'ils pêchent, et puis avec l'argent qu'ils tirent de la vente de ces produits de la pêche, ils peuvent acheter du sel, du café. Donc j'ai vécu 4 ans à Saigon. Ces 2 photos, je les ai prises à l'embouchure de la rivière Saigon. Donc ça traverse la ville, et puis ensuite ça va à mer de Chine du Sud. Il y a une énorme mangrove qui fait toutes les mangroves de la Nouvelle-Calédonie sur un seul site. Alors on est en climat tropical humide, il y a des saisons de mousson, il pleut énormément, ça facilite le développement des palétuviers. Et donc il y a des gens qui vivent sur ce type d'embarcation, ils pêchent la nuit, le matin, et puis ensuite il y a le colporteur qui vient pour vendre le poisson au marché. Mais il y a, sur ce petit bateau-là, il y a le papa, la maman, et puis 2 enfants qui vivent. Voilà. Mais c'est comme ça un peu partout dans le monde, parce que réellement, la ressource mangrove, elle est très importante. En plus, ça, c'est une mangrove qui avait été complètement éradiquée par les Américains pendant la guerre du Vietnam, avec le napalm, l'agent orange. Tout avait été défolié, tout était mort, sur plus de 70 000 hectares. En Nouvelle-Calédonie, on a 35 000 hectares de mangroves. Là, c'est 70 000 hectares de mangroves qui étaient rasés, mais c'était ce cas sur tout le littoral du Vietnam. Et ce sont des mangroves qui ont été replantées. Donc la restauration, la replantation de la mangrove, ça fonctionne. Il faut avoir quelques connaissances de base, mais ça fonctionne. Il restait des palétuviers dans le delta du Mékong. Ils sont allés chercher les fruits, les propagules. Et puis bon, là-bas, ils n'avaient pas trop le choix. Donc il y a des milliers de gens qui ont replanté des centaines de milliers de palétuviers. Et maintenant, c'est une forêt qui est exploitée. Un peu à l'image de la forêt des Landes. C'est géré par des parcelles. Les arbres sont coupés au bout de... L'arbre de mangrove, il atteint une maturité à 20-25 ans. Il est coupé, il fait 15-20 mètres, et il est utilisé pour construire des embarcations, pour construire des cases, etc. Et puis ensuite replanter à nouveau. Et à l'intérieur de ces forêts de mangrove, on fait aussi de la crevette, et de la crevette qui vit naturellement à l'intérieur de la mangrove. Voilà, pas dans des bassins comme ça peut être fait ailleurs. Donc vraiment très très important. Alors on s'intéresse beaucoup aux services écosystémiques rendus par la mangrove. Alors quand on parle de services écosystémiques, c'est une vision anthropocentrée de la nature. Anthropocentrée parce qu'on regarde ce que la nature nous rapporte. La nature, elle est là pour elle-même, elle n'est pas forcément là pour rendre des services aux êtres humains. Mais en fait, lorsque l'on considère les différents services, on peut quantifier. On peut dire, un hectare de mangrove, ça rapporte tant de milliers de francs de pêche, la filtration des eaux usées, le piégeage du carbone, etc. Et ça donne des arguments pour la préservation de la mangrove. Donc, si on considère au niveau mondial, rien que la pêche, c'est 10 000 $ par hectare et par an qui est rapporté par la mangrove. Et si on considère tous les services, ça peut aller jusqu'à, pour les mangroves en climat tropical humide, les très grandes mangroves, ça peut aller jusqu'à 200 000 $ par hectare et par an. Donc c'est un argument qui est utilisé pour préserver la mangrove. Et donc on dit aux urbanistes, aux gens qui auraient envie de détruire la mangrove, si vous rasez ça, vous allez perdre tout ça. Et ensuite, vous allez devoir construire des stations d'épuration, vous allez avoir de l'érosion sur le littoral. Si vous avez un tsunami, ensuite vous allez devoir reconstruire, vous allez perdre des vies. Donc ça, ce sont des arguments qui sont utiles parce que dans le monde dans lequel on vit, on est obligé de mettre l'économie en avant pour protéger l'environnement. Ouais. Donc des services écosystémiques importants, des ressources précieuses. Alors on a parlé stabilisation du trait de côte, cycle du nutriment, et puis une biodiversité aussi très importante. Alors ici sur le territoire pas trop, mais moi j'ai donc travaillé en Guyane, il y a des ibis rouges qui viennent nicher dans les mangroves en Guyane. Si vous allez en Australie, vous pourrez voir des crocodiles de mer, il y en a aussi en Asie. On peut y trouver aussi des jaguars en Amérique du Sud parce que c'est un félin qui chasse. Le tigre du Bengale, il vit aussi dans la mangrove. Le Bangladesh possède
possède la plus grande mangrove du monde, et il y a des tigres qui y vivent. Donc ça, ce sont des photos que j'ai prises. C'est sûr que quand on croise cet animal-là, on se méfie un petit peu. Alors j'en ai vu des plus gros en Australie, les collègues australiens descendent facilement, ils vont marcher, mais bon, on regarde un petit peu avant de prélever les sédiments, on regarde à gauche et à droite ce qu'il se passe. Voilà. Ça, c'est une carte de répartition des mangroves au niveau mondial. Alors, au niveau mondial, on a à peu près une 50aine d'espèces de palétuviers. C'est très peu pour un écosystème. Pourquoi si peu? Parce que peu d'espèces végétales ont réussi à développer des capacités d'adaptation pour lutter contre la salinité et le manque d'oxygène. Donc, quand on a les couleurs rouges, c'est là où la biodiversité elle est plus importante. La biodiversité en termes de nombre d'arbres de palétuviers, de nombre d'espèces. Donc c'est principalement la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, la Malaisie, parce que les palétuviers, eux, ils n'aiment pas le froid. Donc quand il fait chaud et humide, c'est très favorable à leur développement. Et puis ensuite, on a un gradient latitudinal de biodiversité. C'est-à-dire que quand on monte vers le Japon dans l'hémisphère nord ou quand on descend vers la Nouvelle-Zélande, on va avoir de moins en moins d'espèces de palétuviers parce qu'ils n'aiment pas le froid. Il y a une différence importante de biodiversité entre ce qu'on appelle l'ère Indo-Pacifique et puis l'ère Atlantique. Alors pourquoi une telle différence? Ce sont les mêmes espèces. Eh bien, nos collègues qui font de la génétique, qui font de l'ADN, ont réussi à remonter et à identifier quels étaient les premiers palétuviers sous leur forme actuelle. Alors bien sûr, il y avait les forêts du Carbonifère, ensuite il y a eu d'autres types de forêts, mais les premiers palétuviers sous leur forme actuelle sont apparus il y a quelques dizaines de millions d'années, et le centre, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est là que ces forêts de bord de mer sont apparues pour la première fois, et puis ensuite elles se sont développées, diversifiées. Et à l'époque, il y a quelques dizaines de millions d'années, voilà à quoi ressemblait la Terre, avec la distribution des différents continents. Et en fait, il existait une mer qui reliait la zone Pacifique à la zone Atlantique. Je vous ai mis une petite flèche rouge. Et donc les espèces de palétuviers ont colonisé les littoraux de proche en proche. Mais l'Afrique, elle est remontée. Et cet océan s'est fermé. Et donc toutes les espèces n'ont pas eu le temps de faire le trajet pour aller coloniser la zone atlantique. Et puis impossible de passer par le sud, parce que par le sud il fait trop froid, et les espèces de palétuviers n'aiment pas le froid. Donc c'est en fait un contrôle tectonique, c'est un contrôle de la géologie sur la répartition de la biodiversité. Les mangroves en Nouvelle-Calédonie. Alors sur le territoire on trouve 24 espèces. C'est énorme parce qu'au niveau mondial, on a 50 espèces, je vous ai dit. On a environ 35 000 hectares si on considère les zones de Tannes, j'y reviendrai. 88% du littoral de la côte ouest est colonisé par de la mangrove. 55% des mangroves du territoire sont en province nord, le reste au sud. Et puis on en a aussi un petit peu à Ouvéa. Ça c'est une photo que j'ai prise à Ouvéa, où on a vraiment une mangrove magnifique qui se développe sur un sol carbonaté, avec des bras de mer à l'intérieur de la mangrove qui abritent des herbiers. Une mangrove qui est réellement très préservée. Et on a deux espèces qui sont dominantes. Une carte de répartition de la mangrove sur le territoire. Alors plus le cercle a un diamètre important, plus le nombre d'espèces est important. Alors ce qu'on constate là assez rapidement, c'est que il y a plus d'espèces sur la côte est. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plus d'espèces sur la côte est? Je vous ai mis une petite carte de la topographie de la Nouvelle-Calédonie et puis une carte des précipitations. Donc on le sait, sur la côte est, nous avons les reliefs avec des sommets à 1600 mètres et on a un relief qui est escarpé. Sur la côte ouest, on a de vastes plaines, c'est-à-dire qu'on a des pentes qui sont relativement faibles. Sur la côte ouest, on a de la place pour faire de l'élevage, on a de la place pour faire de l'agriculture, mais aussi on a de la place pour que les mangroves colonisent. Donc beaucoup de mangroves sur la côte ouest. Par contre, on est dans un régime d'alizé, c'est-à-dire que les masses d'air, elles viennent du sud-est. Lorsque les masses d'air, elles sont chargées en vapeur d'eau, lorsqu'elles arrivent au contact de la chaîne, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'élèvent. En s'élevant, elles se refroidissent, phénomène de condensation, et donc elles perdent leur pluie sur la côte est. Donc on a une quantité de précipitation très importante sur la côte est. En moyenne, il pleut 2 fois plus sur la côte est que sur la côte ouest. C'est aussi un drame de la Nouvelle-Calédonie, ça, parce que on a de l'espace là où on peut faire du développement économique sur la côte ouest. Par contre, on n'a pas d'eau. Sur la côte est, on n'a pas d'espace, mais là, on a de l'eau. On n'a pas encore réussi à trouver la solution. Et ça a un impact sur la mangrove. Donc c'est un contrôle important de la topographie et du climat sur la répartition des palétuviers. Donc de grandes surfaces de mangroves sur la côte ouest, avec moins d'espèces, parce qu'on a un climat dit semi-aride, avec en moyenne 1000 mm de pluie par an, alors que sur la côte est, on n'a pas d'espace, excepté sur les estuaires, Canala notamment, mais on a une biodiversité plus importante, parce qu'il pleut plus, et donc la salinité du sol, elle est moins élevée,
les palétuviers sont moins stressés, ils se développent plus facilement. Donc vous voyez, il y a toujours un lien entre la géologie, la tectonique, le climat et la répartition, la distribution de la biodiversité. Ça, ce sont les phénomènes naturels, et ensuite il y a les impacts anthropiques qui arrivent. Les mangroves en Nouvelle-Calédonie, sur la côte ouest, elles ressemblent à ça. Ça, c'est le cœur de veau, photo de Yann Arthus Bertrand prise en 1992. La mangrove, c'est un écosystème zoné. Si vous allez sur de la forêt tropicale, si vous allez sur de la forêt sèche, si vous allez sur du maquis minier, vous allez voir plein d'espèces qui sont mélangées. Dans la mangrove, ça n'arrive pas. En fait, il y a une espèce par zone. Donc là, il y a du vert foncé, c'est une espèce qui s'appelle des Rhizophora. Du vert un peu plus clair ou du vert gris, c'est l'espèce qu'on appelle les Avicennia. Et puis ensuite, là, on a des zones de tanne. Ça, c'est la zonation de la mangrove sur le littoral. La mangrove, c'est comme une plage, avec des espèces qui se développent dans le bas de la plage, d'autres espèces qui se développent au milieu de la plage, et puis d'autres qui se développent en haut de la plage. Voilà. Donc en bas de la plage, c'est là où on a les marées qui viennent le plus souvent. C'est là où la salinité elle est plus faible, et donc on a les Rhizophora. En milieu de plage, on va avoir les Avicennia, et puis dans la partie la plus haute de la plage, c'est là où on va avoir la plus forte salinité. Parce que l'eau de la mer va venir que pendant les grandes marées, elle pénètre le sol, et ensuite pendant 10, 12, 14 jours, elle va s'évaporer et les sels vont se concentrer. Donc dans le sol du Tann, la zone nue, on peut avoir une salinité qui va être 3 fois celle du lagon. L'eau du lagon c'est 35,5, ça peut monter à 120 parfois. Voilà. Donc aucune végétation peut se développer s'il y a une salinité qui est à 120. Les Avicennia, eux, ils peuvent se développer jusqu'à une salinité de 70, parce qu'ils extraient le sel au niveau des racines, et puis également au niveau des feuilles. Donc ça, c'est la zonation typique des mangroves sur la côte ouest. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aussi beaucoup aux mangroves? Parce qu'elles ont une forte capacité de piégeage des gaz à effet de serre, autant que la forêt tropicale humide. Donc c'est-à-dire que dans l'atmosphère, il y a du CO2. Pour leur croissance, les palétuviers, les arbres d'une manière générale, font de la photosynthèse. Ils prélèvent le CO2, ils vont transformer cela en biomasse, en troncs et puis les feuilles. Mais à la différence d'une forêt classique, le sol de la mangrove, il est gorgé d'eau. Et vu qu'il est gorgé d'eau, la décomposition de la litière se fait très lentement. Donc un sol de mangrove va stocker 10 à 100 fois plus de carbone qu'une forêt classique. Voilà. Donc ça, c'est en vert, c'est le stock qui est dans la biomasse, et puis en gris marron, je sais pas comment vous voyez la couleur, c'est le stock qui est dans le sol. Donc le sol des mangroves, c'est réellement un puits de carbone. C'est pour ça qu'en fait, quand on rase la mangrove, on assèche le sol. Donc non seulement on perd un puits, la végétation elle arrête de prélever du CO2 dans l'atmosphère, mais en plus tout le carbone qui était dans le sol, eh bien va repartir vers l'atmosphère. Voilà. Donc ça, c'est réellement un intérêt principal. Ça fait 26 ans maintenant que j'étudie la mangrove. Ça fait 26 ans que je fais ça, que j'étudie le cycle du carbone dans la mangrove. Alors au début des années 2000, on n'en parlait pas trop. Depuis une dizaine d'années, on parle effectivement du blue carbon. Il y a beaucoup de menaces qui s'exercent sur les mangroves. L'aquaculture, pas trop sur le territoire, mais entre 1980 et 2000, l'aquaculture, ça a été la première cause de disparition des mangroves dans le monde, parce que les mangroves étaient rasées pour faire des bassins aquacoles. Donc il y a de grands estuaires à Madagascar, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest. On rase la mangrove et puis ensuite on fait des bassins. Les pratiques aquacoles sont pas bonnes, donc 2-3 ans après, le fond de bassin il est pourri et on va raser à nouveau la mangrove. Donc ça maintenant ça n'existe plus, même en Asie on fait réellement attention à ce genre de choses. Nous, on a fait les choses vraiment différemment. L'exploitation du bois, j'ai l'exemple d'un village au Sénégal, un village de pêcheurs, où la mangrove avait été rasée parce que le bois était utilisé comme bois de chauffage pour faire chauffer l'eau, pour construire les embarcations, pour construire les cases. C'était un village de pêcheurs. En fait, sans mangrove, il n'y a plus de zone de nurserie, il n'y a plus de zone de reproduction, il n'y a plus de nourriture, et il n'y a plus de poissons. Ils ont été financés par une grande fondation internationale, ils ont replanté des dizaines de milliers de pieds de palétuviers, et les poissons sont revenus. Mais il faut savoir que le bois de palétuvier peut être exploité. Et puis, actuellement, les deux plus grosses pressions, j'ai envie de dire, c'était pas le cas avant, mais c'est le cas maintenant, c'est le changement climatique combiné au développement de l'urbanisation. C'est aussi pour ça qu'on a décidé il y a quelques années de beaucoup étudier les mangroves urbaines. Alors, changement climatique et urbanisation. Donc ça, c'est le cœur de veau en 1992. Ça, c'est le cœur de veau en 2002. Donc, vous voyez, en 10 ans, en fait, les Avicennia sont remontés vers le Tann. Donc les mangroves, partout dans le monde, on observe les mangroves qui colonisent vers les terres. Donc il y a ce qui s'appelle, les anglo-saxons appellent ça une landward migration. Les mangroves reculent vers les terres, et en parallèle, avec la hausse des températures, on parle de poleward migration. Ça veut dire que les mangroves colonisent vers les pôles. Tous les ans, mes collègues qui sont à Auckland voient que les mangroves colonisent de plus en plus vers les coromandels. Mes collègues qui sont en Louisiane et en Floride, pareil, ils mesurent chaque année la progression des mangroves vers les plus hautes latitudes.
Donc la hausse des températures, c'est un avantage pour le développement des palétuviers, comme l'augmentation des concentrations en CO2, c'est aussi un avantage. La hausse du niveau des océans, sa variation, ça ne devrait jamais être un problème. Là, il y a 20 000 ans à peu près, pour se fixer un ordre d'idée, lors du dernier maximum glaciaire, le niveau des océans était 100 mètres plus bas. Et puis, le niveau des océans est remonté, les mangroves, elles ont suivi. Entre moins 2000 et moins 6000 ans, le niveau des océans sur la côte ouest en Nouvelle-Calédonie était 1,50 m plus haut. Les mangroves, elles étaient 1,50 m plus haut. Quand on fait un carottage sur le littoral en arrière de la mangrove, sous 1 mètre, 2 mètres de profondeur, on va retrouver des mangroves enfouies. Le niveau des océans est redescendu naturellement, les mangroves ont migré vers la mer. Là, actuellement, avec les changements climatiques d'origine anthropique, les mangroves, elles reculent vers les terres. Sauf que maintenant, ce qu'il se passe, les mangroves, écosystème de la ceinture tropicale, hein. Il n'y en a pas là où il fait froid. Là, on vous a mis, c'est une diapo qui a été faite par une de mes étudiantes qui s'appelle Sarah Robin. C'est la population mondiale sur les grandes villes du bord de mer. Donc partout où il y a de la mangrove, donc dans les pays émergents de la ceinture tropicale, eh bien on va avoir des villes qui vont faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions d'habitants. Là où j'habitais à Saigon, il y avait 10 millions d'habitants. Donc vous avez une ville de 10 millions d'habitants, la mangrove et la mer. Quand je suis arrivé à Saigon en 2013, il y avait encore des petits bras de mer au sein de Saigon avec des palétuviers. Quand je suis reparti en 2017 pour revenir ici, il n'y en avait plus. On ne peut pas lutter contre cette pression démographique, contre cette pression urbaine. Donc avec la hausse du niveau des océans, les mangroves sont obligées de reculer vers les terres, mais derrière, maintenant, il y a des villes qui font 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions d'habitants. En Nouvelle-Calédonie, les chiffres sont sortis aujourd'hui, maintenant on serait 264 000. Donc vous voyez, une ville de 10 millions d'habitants, c'est une ville de 50 fois la population de la Nouvelle-Calédonie, juste derrière une mangrove, pour se fixer les idées. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui est à étudier en ce moment, la combinaison des deux pressions, la hausse du niveau des océans et puis la pression démographique. Ce sont des photos que Emmanuel va vous remontrer tout à l'heure. Juste 1950-1954, à gauche, chez Rivière-Salée. Les jeunes, quand vous allez à RS, on demande pourquoi vous habitez RS, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient ce nom. Rivière-Salée, c'est un peu partout. C'est parce que tout simplement, avant, il y avait de la mangrove. Voilà. Et sur cette image-ci, on voit bien en foncé les rhizophora, derrière des avicennia, et puis on voit les eaux de nu. Voilà. Il y a les anciens qui disent qu'il y a beaucoup de requins dans les eaux en face de Nouméa, parce que Nouméa, ce sont des collines et des vallées. Et dans toutes les vallées, c'était de la mangrove. Le Faubourg, c'était de la mangrove. Tina, c'était de la mangrove. Un peu partout, il y avait de la mangrove. Et la mangrove, c'est une zone de nurserie pour les requins. Et puis, on s'est développé au fur et à mesure, mais ça, c'est normal. On a besoin de construire des infrastructures. Il faut des écoles, il faut des hôpitaux, il faut de l'espace pour accueillir toutes ces populations. Hein. Malgré les tentatives de rééquilibrage, les populations ont continué. Alors là, les chiffres, ils sont différents aujourd'hui. On a vu que Nouméa, les grandes villes, avaient perdu 5% des populations. Mais entre 1998 et 2014, les tentatives de rééquilibrage n'avaient pas bien échoué. Le nord, l'est et puis les îles avaient perdu des populations. Les gens viennent chercher du travail sur Nouméa, on le voit avec les lotissements. On voit ce que ça a donné à Pogoti, d'Imbas-sur-Mer. Voilà. On concentre malheureusement les populations. Donc une mangrove qui était préservée dans les années 50, et puis aujourd'hui à RS, il reste cette mangrove-ci, ce petit bout de mangrove qu'on essaie avec la province, la mairie, les associations de faire survivre. Il y a 25 ans, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai pris ces photos-là, à peu près. Bon, on remblayait la mangrove, on balançait des scories dans la mangrove. C'est plus le cas. Maintenant, il y a les codes de l'environnement, c'est protégé, c'est préservé. Quand on coupe une branche, il y a des mesures compensatoires. Donc ça, c'est réellement important. En 25 ans, il y a eu une réelle prise de conscience de l'importance de l'écosystème. Voilà. Pour terminer, un bref exemple de ce que l'on fait avec mes étudiantes. Donc il y en a deux dans la salle, Naïna et Océane. Durant ma carrière, je crois que j'ai encadré 17, Daryl aussi qui est en école d'ingénieur, j'ai encadré 17 doctorants, actuellement je crois qu'elles sont 4, voilà. On essaye de comprendre justement le fonctionnement de ces mangroves urbaines, parce que qu'est-ce qui est spécifique dans ces mangroves urbaines, c'est que quand vous allez en brousse, quand il pleut, l'eau va s'infiltrer dans le sol. Voilà. Mais quand vous êtes en zone urbaine, l'eau ruisselle sur la chaussée, puis dans les canalisations. Alors parfois ça peut aller dans une steppe, et puis parfois ça peut être rejeté sur le littoral ou dans la mangrove, et donc ça génère des apports en eau douce qui sont conséquents. Pourquoi est-ce qu'on a des arbres si grands justement à Rivière-Salée? Pourquoi est-ce qu'on a des arbres si grands à côté du Midi-Pôle? À côté du Midi-Pôle, ça fait 40 ans que les eaux pluviales de Koutiot, lorsqu'il pleut, hop, ça ruisselle à la mangrove. Voilà. Donc ça rapporte de l'eau douce. La mangrove, elle est moins stressée, donc c'est bien, c'est pour ça qu'on a des grands arbres, sauf qu'en ruisselant, elle va récupérer aussi des contaminants qui sont sur la chaussée, et ça, c'est à comprendre.
Parce que les sols de mangrove peuvent stocker des polluants, mais potentiellement, il peut aussi y avoir un transfert de ces contaminants vers les poissons, vers les crabes. Et puis, il y a les gens des squats qui vont à la pêche dans ce type de mangrove. Donc, on essaye de comprendre à la fois l'impact de l'eau douce sur cette mangrove, sur le cycle du carbone, l'impact de ses apports sur la dynamique des contaminants vers les palétuviers, et puis également vers le vivant. Donc, dernier projet en cours, c'est on va essayer, en partenariat avec la province et puis la mairie de Nouméa, d'installer ce type de station-là. Alors ça, c'est un schéma qui est complexe. En fait, le cycle du carbone dans la mangrove, il n'y a pas plus complexe. Pourquoi il n'y a pas plus complexe? Parce que tous les jours, il y a de l'eau qui vient, qui est apportée avec les marées, qui apporte de la matière organique, et puis ensuite, cette eau, elle repart. Elle va aussi être chargée en matière organique, elle va être chargée en gaz, elle va être chargée en contaminants. Donc tout ça, c'est vraiment complexe. Et chaque flèche, en fait, je ne vais pas vous expliquer le flèche, mais chaque flèche peut correspondre à une étude, parce qu'il y a des variations saisonnières, il y a des variations avec les marées. Et nous, notre objectif, il y a des variations aussi avec ce qu'on appelle la bioturbation, la densité de crabes, la densité de racines de palétuviers. On va essayer d'installer ce système-là. Donc c'est financé par un programme national. Et sur ce système, il y a un anémomètre, un capteur de CO2, un capteur de méthane. Et ce système va nous permettre en fait de déterminer au bout d'une année quelle est la quantité de CO2 piégée par cette mangrove. En ce moment, on parle de crédit carbone, on sait que les écosystèmes piègent le carbone, mais encore faut-il pouvoir le quantifier. Donc ça, ce système dit, au bout d'un an, on a stocké tant de tonnes de CO2. Et on peut comprendre l'influence de la marée, l'influence de l'espèce, l'influence de la température, parce que la température a une influence sur la photosynthèse. Donc ça, c'est un projet qui démarre et qui se fait en partenariat avec les collectivités et les associations. Voilà. Dernière diapo, j'ai mis une petite photo d'une de mes étudiantes, Naina. Ce qui est important pour les scientifiques comme nous, on fait de la science, on acquiert des données pointues, on publie dans des revues internationales. Mais pourquoi est-ce que je fais ce métier? Je fais ce métier pour préserver l'environnement. Donc si je garde la donnée pour moi, ça n'a aucun sens. Donc l'objectif, c'est de communiquer, de créer des ponts, de créer des passerelles. Je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, mais il faut que les résultats de la science soient aussi utilisés par les collectivités. C'est ce qu'on fait avec la province sud, avec les mairies. Et puis une façon de communiquer, c'est aussi de faire des petites BD. Et donc Naina, elle avait été sélectionnée par le ministère pour mettre sa thèse en BD. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir, c'est la mangrove, réellement un écosystème essentiel pour la Nouvelle-Calédonie, pour la province sud, pour la ville de Nouméa. Il faut vraiment la comprendre pour la protéger. Mais pour la protéger, justement, on a besoin de créer ces espaces d'échange entre les différents acteurs. Il faut que les scientifiques, les associations, les collectivités aux différents niveaux se retrouvent pour qu'elles puissent se parler, échanger sur leurs pratiques. Et ensuite, on prend des décisions. Parce que bien souvent, sur le territoire, 25 ans que je suis là, à part ma petite pause au Vietnam, on empile des études, on les met sur les étagères, puis après on recommence, on a oublié. Ou alors Nouméa fait ça alors que Dimbé avait déjà fait, je donne un exemple qu'il y en a. Donc l'idée c'est réellement de se parler et de pouvoir utiliser au mieux les résultats qui sont acquis pour préserver l'environnement. Voilà. Je vais donner la parole à Emmanuel qui nous donne des exemples d'actions concrètes. Donc ce sont des choses qui sont issues de la recherche parce que pour pouvoir replanter de la mangrove, il faut savoir quelle espèce replanter, ou à quel endroit et pourquoi. Et quand une mangrove elle est impactée, quand on voit que les arbres meurent, il faut aussi comprendre pourquoi ils meurent. Et ensuite, ça va être à la collectivité de mettre en place un dispositif pour améliorer l'état de santé de la mangrove. Voilà. Je vous remercie, et puis je remercie Olympe d'avoir été très sage. Merci ma fille. Voilà. Merci Cyril. Alors effectivement, la poursuite de cette présentation, c'est, voilà, on a beaucoup d'informations sur les mangroves, on sait que c'est important, elles ont subi beaucoup de choses pendant très longtemps, et depuis une vingtaine d'années désormais, on connaît leur importance, et au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'il faut les préserver, et ce message commence à être absorbé par les gens, on se rend compte que vraiment c'est utile. Au-delà du fait que, effectivement, auparavant, ça empêchait de voir la mer, c'était vaseux, ça sentait pas bon, il y avait plein de moustiques. Donc il y a même des gens, il n'y a pas très très longtemps, qui nous ont dit ça, les raisons pour lesquelles on avait remblayé les mangroves auparavant. Et depuis un certain temps, on se rend compte que ça fédère énormément. Et voilà, 2022, une discussion entre Cyril Marchand et Monsieur Blaise fait que
il faut absolument qu'on travaille sur les mangroves. L'administration, allez voir Monsieur Marchand, il a des choses à vous dire et à mettre en œuvre. Et donc très rapidement, on organise un atelier de travail avec les collectivités, les communes, les associations, les chercheurs et des bailleurs, parce qu'effectivement, on savait qu'on allait avoir besoin d'argent. Et en fait, tout le monde répond à l'appel très rapidement. On a commencé ici avec une présentation de Monsieur Marchand pour dire l'importance des mangroves. On a fait l'atelier derrière et avec des tables, avec des thématiques. Et de cet atelier, on a sorti 5 axes qui étaient vraiment importants pour l'ensemble des participants, qui étaient donc l'importance d'informer parce que les gens se rendaient compte qu'il manquait d'informations sur l'importance des mangroves et à quoi ça servait, les sensibiliser au fait qu'il fallait les préserver, évidemment c'est la suite, mieux connaître et mieux suivre. Alors mieux connaître, c'est plutôt le côté recherche, acquérir de l'information pour comprendre son fonctionnement, et mieux suivre, c'est utiliser la recherche pour avoir des indicateurs d'état de la mangrove, à la fois pour mieux la préserver, et surtout, chaque fois qu'on a une action, qu'on met en œuvre une action, d'avoir un indicateur qui nous dit ce que vous avez fait a été efficace ou pas. Réduire les pressions, donc ça c'est l'état physiologique ou l'état de fonctionnement, mais évidemment, un certain nombre de pressions, on a des leviers pour pouvoir y pallier, et donc développer des chantiers pour réduire ces pressions, et enfin, anticiper les effets du changement climatique. La mangrove est vraiment un écosystème qui est frontalier entre le milieu terrestre et le milieu marin, et donc toute augmentation du milieu marin va avoir un impact sur cet écosystème, plus toutes les actions du changement climatique sur les bassins versants va impacter cet écotone qui est donc entre terrestre et marin. On a rédigé une phrase qui est un petit peu un objectif partagé. À l'horizon 2030, les surfaces des mangroves de la province sud ont été conservées, voire augmentées, leur fonctionnement préservé, voire amélioré, et leurs usages gérés durablement en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. C'était vraiment l'objectif, c'est-à-dire désormais, c'est pas que parler, c'est arriver à mettre en œuvre des chantiers de réhabilitation en fédérant le plus d'acteurs possible pour que ça soit efficace à la bonne échelle. Un petit documentaire qui est en fait comme un feuilleton. Dès qu'on a commencé à travailler sur cet atelier, on savait qu'on avait des chantiers qui allaient démarrer, et donc on a fait des petites interviews et au fur et à mesure du temps. Et là, ça va vous raconter une histoire un petit peu depuis début 2023, quand les chantiers ont démarré. Dans les régions tropicales, la mangrove couvre près de 75% des côtes. Selon les estimations, sa superficie varie entre 14 et 23 millions d'hectares à travers le monde. Capteur de carbone, nurserie de poissons, protection naturelle contre l'érosion, la mangrove est un écosystème unique aux multiples vertus. La mangrove, elle a énormément de rôles et de services écosystémiques. Elle produit des services écosystémiques. Alors ces rôles, ce sont des rôles de filtration de tout ce qui arrive des bassins versants. Elle a également un rôle pour limiter l'érosion des zones côtières, puisque les tempêtes, la houle est limitée quand elle arrive face à une mangrove, au lieu d'éroder un littoral. Et puis c'est surtout un lieu de biodiversité importante et de ressources importantes. Alors évidemment, on parle tout le temps du crabe de palétuvier qui est extrêmement important en Nouvelle-Calédonie, mais également un certain nombre d'espèces animales qui y vivent et qui s'y développent, à la fois dans leur phase juvénile, mais également pour se protéger, puisque ce sont des espaces qui sont extrêmement importants à chaque marée haute. Il y a plein d'animaux qui viennent se protéger dans la mangrove et qui viennent s'y nourrir. À l'échelle mondiale, il existe 60 à 70 espèces de palétuviers. Cependant, partout dans le monde, ces forêts de palétuviers déclinent. Entre 1980 et 2000, près de 50% de la surface mondiale des mangroves a disparu. La Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception. Notre écosystème subit d'énormes pressions. En 2022, sous l'impulsion de son premier vice-président Philippe Blaise et sous l'égide du professeur Marchand, la province sud met en œuvre le plan d'action mangrove. Avec les communes de Nouméa, du Mont-d'Or, de Païta et de Doumbéa, ainsi que l'Université de la Nouvelle-Calédonie, elle signe une convention cadre de partenariat afin de contribuer à la préservation des mangroves urbaines.
un écosystème essentiel, mais menacé. L'objectif dans un premier temps est de préserver durablement et efficacement les mangroves du Grand Nouméa. Les mangroves sont un écosystème d'intérêt patrimonial pour la Nouvelle-Calédonie. Partout dans le monde, elles rendent des services écosystémiques primordiaux pour les populations du bord de mer. Et la menace principale à l'heure actuelle dans le monde, c'est le développement de l'urbanisation combiné à la hausse du niveau des océans, ce qui génère un conflit d'espace. Donc nous, scientifiques, nous sommes dans l'obligation d'acquérir de nouveaux savoirs sur l'évolution des mangroves en lien avec l'urbanisation et en lien avec les changements climatiques. Avec mon équipe et mes étudiants, nous avons développé différents axes sur les mangroves urbaines de Nouméa et de Grand Nouméa. Nous nous intéressons tout d'abord à l'influence du rejet des eaux pluviales dans la mangrove, qui modifie la salinité, mais qui contiennent également des contaminants qui peuvent impacter l'écosystème. Nous savons que dans les mangroves urbaines, les arbres sont plus grands que la moyenne, parce qu'on a justement cet apport en eau pluviale et cet apport en sol nutritif. Et notre objectif est de comprendre, quantifier les variations de taille, de distribution, de zonation des espèces, et puis de voir également comment est-ce qu'elles vont réagir à la hausse du niveau des océans. Donc nous avons différents axes, différents sites, et notamment en ce qui concerne le cycle du carbone, la capacité de la mangrove à exporter du carbone vers le lagon pour participer au réseau trophique. Ce plan a pour but d'établir une action collective en vue de protéger les mangroves. Il se décline en plusieurs objectifs clés. Le premier consiste à partager les informations sur les rôles écologiques des mangroves, leur gestion et les réglementations associées entre les partenaires. Ensuite, il s'agit de sensibiliser les citoyens et les élus à l'importance de ces écosystèmes. Le plan prévoit également la réalisation de diagnostics socio-environnementaux et le développement de connaissances scientifiques pour améliorer la compréhension et le suivi de l'état des mangroves et de leurs services écosystémiques. En outre, il met l'accent sur la réduction des pressions humaines qui affectent les mangroves à différents niveaux, ainsi que sur l'anticipation des effets du changement climatique. Un comité de suivi a été formé pour échanger et veiller à la mise en œuvre de ces actions. Le plan d'action mangrove 2030 est une déclinaison du pensée globale, agir local. Donc on doit avoir une vision de la totalité des mangroves de la province sud, parce que c'est à cette échelle-là que la province est responsable et doit suivre l'écosystème qu'elle a intégré au Code de l'environnement. Et puis on doit agir localement, parce que c'est à petite échelle que l'on peut développer des chantiers de réhabilitation de cet écosystème. Une première cartographie des mangroves de la Nouvelle-Calédonie a été réalisée en 2024 et complétée en 2018 par des données plus précises pour certaines communes de la côte ouest. En 2023, un nouveau projet de cartographie a été lancé pour obtenir des données homogènes et actualisées, servant de base au plan d'action mangrove. Les résultats ont été livrés au premier semestre 2024. Cette nouvelle cartographie, d'une précision de 50 cm, a permis d'analyser la surface totale et par commune, les différentes populations de palétuviers, ainsi que l'état de santé des parcelles. Donc là, on fait un état des lieux aérien. Donc on utilise un drone, c'est une matrice 300, sur laquelle on a embarqué un lidar. Donc un lidar, globalement, c'est un capteur qui envoie un faisceau lumineux sur un objet, et ce faisceau va se réfléchir lorsqu'il va rencontrer un objet et va renvoyer une intensité à l'appareil. Sur ce capteur, on a aussi une caméra donc RGB qui nous permet de coloriser le nuage de points. Et donc, le fichier brut qu'on va obtenir, c'est une multitude des millions de points qui vont reconstituer en fait en 3 dimensions l'environnement. Donc là, en l'occurrence, c'est nos forêts de mangroves. Le premier chantier consiste à supprimer les digues de radio-état dans la mangrove de Wemo et de l'île aux Song. À partir de 1959, des infrastructures de radiotéléphonie comprenant de longues antennes soutenues par des pylônes métalliques ont été installées à Wemo sur des remblais réalisés dans la mangrove. Ces antennes, devenues obsolètes, ont été démontées à la fin des années 1970. Mais les digues et certains pylônes ont été laissés sur place. Aujourd'hui envahies par des espèces exotiques, ces digues servent de sites de promenade. Certaines ont été aménagées en sentiers. Ces espaces-là ont donc été aménagés, mais on n'a pas pu
y incorporer un travail pour améliorer l'hydrodynamisme. Il y en a eu un petit peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un travail sur des sentiers, on a rajouté des buses ou on a creusé des brèches pour que de part et d'autre de ce sentier, on améliore l'hydrodynamisme. Mais il y a encore beaucoup d'endroits où on voit que l'hydrodynamisme est insuffisant. Donc il n'y a pas assez d'eau qui arrive sur les zones les plus côtières et il n'y a pas assez d'eau qui part des zones les plus côtières pour éliminer les sédiments vers le lagon. Et donc, on a des endroits où on voit bien que la mangrove est en souffrance. Donc c'était un chantier qui était important et puis on a profité d'un programme qui s'appelle PIBAC+, qui est l'utilisation de solutions fondées sur la nature pour atténuer les effets du changement climatique, que l'on a incorporé au plan d'action mangrove parce que les mangroves ont un rôle important pour atténuer les effets du changement climatique, pour limiter ce qui va arriver des bassins versants à cause des événements cycloniques importants ou des assecs importants et qui limite l'érosion côtière parce que c'est une zone tampon, un espace tampon quand il y a des vagues qui arrivent suite à un cyclone. Donc on s'est appuyé sur ce programme pour développer des actions simples d'amélioration de l'hydrodynamisme au sein de cette mangrove avec ce qu'a fait Calédocline dans la mangrove pour améliorer le passage de l'eau dans ces réseaux de chenaux qui existaient historiquement dans la mangrove. En limitant l'arrivée d'eau salée, ces digues ont perturbé la répartition des palétuviers, provoquant même leur disparition dans certaines zones. Le chantier de déblaiement des digues dans la mangrove de Wemo-Ilosong, achevé en septembre 2024, a dégagé 5000 m². Ces zones seront rapidement recolonisées par des palétuviers naturellement et grâce à une revégétalisation active avec le soutien d'associations telles que SOS Mangrove. Des capteurs de pression et de salinité ont été installés près du littoral pour surveiller les mouvements de l'eau, l'hydrodynamisme, avec une attention particulière sur la durée de submersion de la zone intertidale, l'espace submergé à chaque marée. Ces données permettront de suivre la manière dont les plantes évoluent, se succèdent et se remplacent face à l'augmentation des apports d'eau de mer dans les zones littorales. C'est le suivi par télédétection qui permettra d'étudier l'évolution de ces mangroves suite aux travaux entrepris et d'apprécier la recolonisation des palétuviers dans leurs nouveaux espaces. Dans les autres mangroves, notamment celle de Rivière-Salée, le projet est à l'arrêt depuis mai 2024. Les mangroves sont donc un écosystème avec beaucoup d'intérêt que l'on doit préserver parce que ce sont des écosystèmes littoraux qui ont été dégradés, voire remblayés historiquement à Nouméa, mais également tout autour de la planète, alors qu'elles ont un rôle extrêmement important. Et donc en province sud, on a souhaité développer une stratégie pour pouvoir au moins constater et diagnostiquer ces mangroves et la réhabiliter dans la mesure du possible. Il est vraisemblable qu'en quelques années, les palétuviers reviennent là où ils étaient par le passé. Tout dépend en fait des pressions climatiques combinées. Si on a de nombreuses années pluvieuses, ça va aller très vite. Si au contraire on a de nombreuses années sèches, ça va prendre plus de temps. Encore une fois, il faut prendre en compte à la fois les pressions anthropiques et le climat ou les changements climatiques. Alors sur les petites zones des mangroves urbaines, nous espérons que d'ici quelques années, les mangroves se seront à nouveau développées, là où nous avions des sols nus liés à la présence de ces digues. Dans quelques années, la mangrove sera revenue. Dans le plan d'action Mangrove 2030, la collaboration entre toutes les institutions a joué un rôle essentiel. Cependant, le travail n'est pas encore terminé. De futurs chantiers, après concertation et obtention des financements nécessaires, prévoient notamment le retrait de près de 900 mètres de digues. Les bordures terrestres de la mangrove, actuellement envahies par des espèces exotiques, pourraient être défrichées et suivies de plantations d'espèces adaptées à la forêt sèche et au bord de mer. De plus, des digues similaires situées sur la mangrove ouest de la presqu'île de Wemo, près de Sainte-Marie, pourraient être retirées. Cela permettrait la réhabilitation de cette zone qui souffre d'un manque d'eau de mer à chaque cycle de marée. Après ce petit documentaire, je vais essayer de balayer un certain nombre de choses qui montrent l'avancée des travaux qui ont été imaginés il y a maintenant presque 3 ans. Donc,
On a donc fait une cartographie des mangroves avec des images précises à 50 cm. Donc on a une carte qui est précise à cette échelle-là sur toute la province sud. Donc on a 14 800 hectares de mangroves en province sud et on a une déclinaison possible sur différents types de palétuviers. Donc là, on utilise de la cartographie satellite et puis l'objectif 2030, c'est on refait exactement la même manip et on essaye de voir comment ça a évolué. Et donc ça nous donne une information qui est à l'échelle de la province sud. Mais outre les satellites qui vous donnent des informations qui peuvent être assez précises, quand on travaille à une petite échelle, on utilise d'autres systèmes. Donc on vous a montré les drones. Donc les drones vous donnent de l'information en couleur, donc du RGB, avec un élément intermédiaire qu'on appelle le NDVI, qui est une mesure en fait de la réflectance et qui est un équivalent de la photosynthèse. Et donc, normalement, si on améliore une mangrove, sa photosynthèse va être améliorée. Et donc, on essaie de développer cet indicateur pour montrer l'efficacité des chantiers qui ont été développés. Et puis, un autre, c'est le LIDAR dont a parlé Leïla dans le petit documentaire, qui est utilisé pour, en plus d'avoir une information de carte, c'est une information sur la hauteur des arbres et qui traverse en fait la canopée. Et donc on a une information sur le volume d'arbres. Et actuellement, il n'est pas présent, je ne l'ai pas vu, mais on a un étudiant en commun avec Cyril et la province. Donc il travaille à la fois sur le LIDAR et à la fois sur le NDVI. Donc une partie un petit peu recherche et une partie de gestion et de développement d'outils de suivi de la mangrove. Cyril a montré un petit peu le cas de la mangrove de Rivière-Salée. Donc, cette photo date de 1954. Alors, les éléments qu'on peut voir, c'est cette grande ligne droite là, qui est la ligne de chemin de fer que l'on retrouve en fait sur la gauche de la mangrove désormais, alors qu'avant, la mangrove, elle faisait tout ça. Là, en fait, ce bras-là, c'est ce qui est devenu Koekara, parce qu'en fait, là, vous avez Donyambo, et au fur et à mesure du développement de la SLN, eh bien, il n'y avait plus assez d'eau qui rentrait, donc c'était en train vraiment de se dégrader très fortement, donc ils ont creusé, et ils ont creusé cette partie-là, et désormais, l'eau, elle n'arrive que par le canal de Koekara, arrive dans l'ensoirée, passe le canal de Rivière-Salée, et va à cet endroit-là, jusqu'à cette toute petite mangrove. Cette mangrove, elle est vraiment en souffrance, et on avait trouvé un financement avec le Fonds vert et l'OFB pour au moins faire un diagnostic. On en avait déjà fait un en 2006-2007 dans mon souvenir, mais de voir vraiment en quel état elle était et surtout quels étaient les acteurs qui utilisaient ces espaces-là pour développer des actions de préservation et de sensibilisation et un vrai plan de réhabilitation. Mais avec les émeutes, il a fallu qu'on annule. C'était un petit peu trop compliqué de retourner sur ce terrain-là. On a montré un petit peu, hop, je suis allé trop vite. Donc voilà, 54-76, il y a des digues de radio-état qui ont été développées dans la mangrove. Il fallait un endroit plat pour mettre des antennes. Et donc la mangrove, c'était très très bien pour ça. À l'époque, ça n'avait pas d'intérêt. Et c'était plat et c'était pas habité. Donc très utile. Et donc, curieusement, en 76, on a une image satellite et on voit les antennes qui étaient encore présentes avec l'ombre à ce moment-là. Et donc, ces antennes servaient à faire de la radio entre la Calédonie et l'Amérique du Sud, puis Amérique du Sud, Amérique du Nord, puis Europe. Et très très vite, elles sont devenues obsolètes. Donc vous voyez un petit peu l'évolution de la mangrove avec ces digues. Donc vous avez une mangrove en excellent état, enfin naturel. Au fur et à mesure que les digues ont été créées, eh bien, ça s'est dégradé dans les parcelles où il n'y avait plus assez d'eau qui venait. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que c'était en train de se dégrader et donc ça sentait pas bon. Donc des brèches ont été creusées et la mangrove a retrouvé un nouvel équilibre. Mais on se rend compte qu'elle n'a pas été entièrement réhabilitée. Il y a des zones où il n'y a toujours pas de palétuvier. Et donc, on a développé un projet avec l'aide de l'OFB et on a réussi à le terminer l'an dernier. On a enlevé entre 4500 et 5000 mètres carrés de digues. On les a ramenés jusqu'au niveau qu'il était auparavant, avec pour objectif de réhabiliter ces zones. Donc, un double rôle. Hein. Donc, ces espaces-là vont être recolonisés et Monique Fanfan et SOS Mangrove va accélérer la recolonisation par les palétuviers en plantant.
Mais également, le fait d'avoir enlevé ces digues qui sont parallèles à la côte va amener plus d'eau de mer sur les zones les plus côtières. Et l'objectif, c'est que ça réhabilite ces espaces qui étaient vraiment en souffrance. Mais il en reste encore des mangroves. Et on va voir qu'on a de nouveaux projets. On a parlé de PIBAC+. PIBAC+, c'est solution fondée sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Et donc, on a des endroits où il y avait des veines d'eau qui étaient complètement bouchées par les palétuviers. Comme on dit, à partir du moment où vous amenez de l'eau douce qui est bien chargée, les palétuviers ils poussent. Sauf qu'en poussant trop rapidement, eh bien, ces veines d'eau ne fonctionnent plus et donc l'hydrodynamisme est insuffisant. Et quelquefois, il suffit juste d'enlever les embâcles, les arbres qui sont tombés après un cyclone, ou de couper les cordes, les racines des rhizophora qui tombent dans l'eau, on les coupe. Donc ça n'impacte pas l'arbre, mais en tout cas ça améliore l'hydrodynamisme et du coup on se rend compte que l'eau devient plus claire, on y voit beaucoup plus de poissons et donc c'est assez efficace. L'autre utilisation des palétuviers, c'est vraiment des espèces qui vivent dans la zone de balancement des marées. Et donc dans les endroits où il y a un effet érosion sur des zones qui ont été endiguées, donc là on est sur la côte blanche, on utilise les palétuviers pour consolider cette micro-falaise d'érosion avec des espèces qui en plus sont une assise racinaire qui est importante pour limiter l'érosion. Alors ça ne va pas l'arrêter, ça ne va pas arrêter les effets du changement climatique, mais en tout cas ça va le freiner et les palétuviers sont des bonnes espèces pour faire ce genre de travaux. Parmi les projets, alors qui est en cours, on a eu un accord officieux avec l'OFB et le Fonds vert pour un projet à hauteur de 30 millions qui va reprendre des travaux pour enlever des digues, à la fois de nouvelles digues sur Ouémont-Ilosong, mais également sur Sainte-Marie. Donc là, l'objectif, c'est évidemment d'améliorer l'hydrodynamisme vers les zones les plus côtières, que ce soit là et là, avec un appui à SOS Mangrove et Calédocline, SOS Mangrove pour replanter des palétuviers, mais également avec Calédocline pour des zones qui sont en bordure de mangrove avec plein de faux mimosas. On enlève les faux mimosas et on met des espèces de bord de mer, d'abord parce que c'est plus joli et puis ça enlève des espèces envahissantes, et surtout ça empêche tous les gens qui sont un peu indélicats de balancer du matériel de terrassement dans ces endroits-là ou qui est de l'habitat précaire à ces endroits-là. Et puis comme toujours, on s'appuie sur ces projets pour faire un certain nombre de choses, donc des inventaires, des diagnostics, on va refaire de la cartographie pour avoir ces indicateurs de avant-après. On va faire de la sensibilisation et de l'information, sensibilisation en appuyant le CIE pour qu'elle fasse des interventions pour préserver et sensibiliser aux mangroves dans le quartier. Donc on va compléter un dispositif qui existe déjà avec la mairie sur la maison de la biodiversité. On va utiliser une application ROM, on va vous en parler juste après. Et puis donc le travail avec Calédocline et SOS Mangrove. Et on va tenter quelque chose aussi avec l'IRD, avec Laurent Vigliola, c'est l'utilisation de l'ADN environnemental. Donc quand on améliore l'hydrodynamisme, on a des mesures avec les fameux capteurs, de voir qu'il y a plus d'eau qui arrive à ces endroits-là et plus rapidement. Mais avec cette eau, évidemment, il y a plein d'animaux qui vivent dans cette eau et plein de larves. Et donc on va essayer d'utiliser l'ADN environnemental pour voir que en améliorant l'hydrodynamisme, on a des espèces plus nombreuses qui arrivent dans les zones les plus côtières. En fait, un panneau synoptique, en accumulant tous les projets qui sont en cours sur le Grand Nouméa, on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal, alors qu'ils ne sont pas que de la province. Quand j'ai fait le premier, j'ai mis les projets de la province en cours, et puis là, il y a Monique Lorfanfan. Il dit « Ouais, mais nous, on en a plein depuis très longtemps. » Je dis « Mais donne-moi les informations, parce que je ne les avais pas toutes. » Et donc, vous voyez, on a quasiment plus d'une dizaine de projets qui sont en cours, projetés ou qui se poursuivent tout autour de la presqu'île, et certains qui sont loin d'être finis et qui se poursuivent. Donc, il y a quand même de nombreux acteurs et de nombreux projets en cours. On en a également aussi en rural. Donc il y a SOS Mangrove qui fait un petit peu de revégétalisation sur Port-Wenghi, mais il y a également, au travers de la NCB, qui a répondu à un appel à projet de l'OFB,
pour travailler sur les mangroves avec les comités de gestion dans toutes les zones inscrites au patrimoine mondial autour de la Grande Terre et UVA. Et en province sud, on a ciblé la zone côtière ouest. Et au même titre que ce qui a été fait par Calédo-Clean pour enlever les embâcles, pour améliorer l'hydrodynamisme, on va essayer de faire la même chose à la sortie d'une ferme aquacole. Les fermes aquacoles ont été installées dans les années 80-90 et elles utilisent les chenaux des mangroves pour pouvoir la vidange de leur bassin, sauf que en amenant cette eau qui est un petit peu plus riche, eh bien en 20, 30, 40 ans, eh bien, les palétuviers, ils ont bien aimé cette eau riche et donc ils ont un petit peu comblé ces chenaux. Du coup, la vidange des bassins à crevettes se fait très très mal, voire ne se fait pas complètement. En améliorant l'hydrodynamisme en arrière de ces mangroves, en arrière de ces fermes, on espère que ça améliorera également cette activité économique importante. Une dernière partie, ça dure une petite dizaine de minutes, c'est aussi pour vous montrer un petit peu de la sensibilisation. Et il y a un outil qui existe, qui est à l'échelle de toutes les outre-mer françaises et qui est intéressant et sur lequel on s'appuie. Ça a marché. Yes. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Virginie Silibaris et je coordonne le réseau d'observation et d'aide à la gestion des mangroves, ou ROM comme on l'appelle par son acronyme. À l'occasion de la Journée mondiale des mangroves, on vous propose cette vidéo pour vous présenter nos actions ainsi que les dynamiques de coopération avec les acteurs de Nouvelle-Calédonie. Le ROM est l'un des 3 réseaux de surveillance de l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens et écosystèmes associés. Aux côtés des réseaux coraux et herbiers, le ROM a pour objectif d'appuyer les actions de conservation des mangroves dans l'ensemble des Outre-mer. L'IFRECOR a confié l'animation du ROM au comité français de l'UICN, une association de protection de la biodiversité qui rassemble les organismes et experts français membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette mission d'animation est assurée par le pôle relais zone humide tropicale dans le cadre de son programme Outre-mer. Le ROM est coordonné depuis la Guadeloupe avec l'appui de l'ensemble de l'équipe du programme Outre-mer ainsi que de référents spécifiquement désignés dans chaque territoire. Leur rôle est de relayer les actions du réseau auprès des acteurs locaux et si besoin d'apporter un avis ou un appui technique. En Nouvelle-Calédonie, les référents sont la province sud et l'association OUT. Le ROM développe ses actions autour de 4 axes. L'apport d'outils de surveillance et d'alerte au niveau du territoire, la promotion des bonnes pratiques et les échanges d'expertise, la sensibilisation et l'éducation à la préservation de ces espaces naturels, mais aussi la coordination avec les acteurs au niveau régional et international. Aujourd'hui, je vais vous présenter plus spécifiquement 2 de nos outils, l'application mobile ROM Mangrove et l'annuaire en ligne des acteurs, des projets et des compétences. Ce sont 2 dispositifs directement mobilisables en Nouvelle-Calédonie en lien avec le contexte local, notamment à travers des partenariats déjà engagés ou à développer avec les acteurs du territoire. L'application mobile du ROM a été conçue en étroite collaboration avec des gestionnaires de mangroves des territoires ultramarins français. Elle est le fruit de nombreux échanges menés dans des contextes très variés, des mangroves insulaires des Antilles françaises jusqu'aux mangroves introduites en Polynésie française. Cette application s'adresse aussi bien aux professionnels qu'au grand public et peut aussi être utilisée dans un cadre pédagogique, notamment avec les scolaires. Elle propose plusieurs fonctionnalités. Apprendre à reconnaître les espèces de palétuviers, identifier les espèces animales associées, signaler des perturbations dans les mangroves, signaler la faune observée et spécifiquement en Polynésie française, signaler la présence de palétuviers. Ceux-ci ont été introduits dans les années 30 pour l'ostréiculture, mais présentent aujourd'hui un potentiel envahissant. Pour la télécharger, il suffit de taper ROM Mangrove sur les stores Android ou Apple et pour accéder à l'interface en ligne, rendez-vous sur l'adresse rom.pôle-tropical.org. Comment fonctionnent les différentes fonctionnalités de l'appli ? La première concerne la reconnaissance des espèces de palétuviers. Elle est accessible depuis la page d'accueil via le menu Guide des espèces, puis Palétuviers. L'application propose un catalogue de 25 espèces présentes dans les différents territoires d'outre-mer. Pour filtrer les espèces selon son propre territoire, il suffit d'activer la géolocalisation ou de sélectionner manuellement un territoire via un filtre. Cela permet d'afficher uniquement les espèces présentes localement. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, 20 espèces sont référencées. L'application intègre également une clé d'identification qui aide à reconnaître les espèces grâce à une série de critères comme la disposition ou la forme des feuilles,
le type de racine ou encore la couleur du feuillage. Les résultats mènent à une ou plusieurs fiches espèces qui regroupent des informations utiles. Le nom scientifique, les noms vernaculaires, y compris dans les langues locales, une description complète de l'arbre, les feuilles, les racines, sa position sur l'estran et ses usages traditionnels. Chaque fiche est illustrée par une galerie photo mettant en évidence les caractéristiques clés de l'espèce. Le même principe s'applique à l'identification des espèces de faune associées, accessible depuis la page d'accueil via le menu Guide des espèces, puis Faune associée. L'application propose un catalogue de 62 espèces présentes dans tous les territoires ultramarins que l'on peut filtrer par géolocalisation, comme dans le cas des palétuviers, et que l'on peut également identifier à l'aide d'une clé de reconnaissance par classe d'espèces. Les fiches espèces suivent le même format que celles des palétuviers. Elles présentent des informations telles que la description, le statut de conservation, l'habitat, le comportement, ainsi qu'une galerie photo. Elles ont été conçues pour être simples et accessibles à tous, y compris au grand public. L'application permet également de signaler des perturbations observées dans les mangroves. Cette fonctionnalité est accessible depuis la page d'accueil via le menu « Ajouter une observation » en cliquant sur « Signaler une perturbation ». L'application permet d'abord à l'utilisateur de se géolocaliser en actualisant sa position. Ensuite, une soixantaine de perturbations sont proposées, réparties en 12 grandes catégories : déchets, pollution, mortalité, maladies. L'utilisateur peut ainsi faire son choix et ajouter des informations complémentaires comme la surface affectée, ainsi que des photos, vidéos ou commentaires. Une fois le signalement envoyé, il est automatiquement transmis aux autorités ou gestionnaires compétents en fonction de la localisation et du type de perturbation. L'utilisateur est ensuite notifié lorsque son observation a bien été transmise. L'application permet également de signaler des observations d'espèces animales. Cette fonctionnalité est accessible depuis la page d'accueil via le menu « Ajouter une observation » en cliquant sur « Signaler une espèce faune ». Comme pour les perturbations, l'utilisateur peut actualiser sa position et accéder à une liste d'espèces, avec pour chacune une fiche descriptive consultable directement. Des informations complémentaires peuvent être renseignées, comme le nombre d'individus observés, et peuvent également être ajoutées des photos, des vidéos ou encore des commentaires libres. L'ensemble de ces données est ensuite transmis une fois par an à l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui centralise les informations sur la biodiversité en France. Une dernière fonctionnalité proposée par l'application, c'est la carte des observations. L'utilisateur peut voir l'ensemble de ses observations, signalements des perturbations et signalements faune, sur une carte interactive. Un filtre est proposé pour sélectionner le territoire, ainsi que le type d'observation. Des pictos apparaissent ainsi sur l'écran, sur lesquels on peut cliquer directement pour avoir plus d'informations. Une liste des observations du territoire sélectionné est également proposée à la gauche de la carte. Le deuxième outil développé par le ROM est un annuaire en ligne des acteurs, des projets et des compétences, accessible via l'interface web de l'application ROM. Cet annuaire a deux objectifs principaux: valoriser les actions et expertises locales et favoriser les échanges entre territoires. On y accède depuis la page d'accueil en cliquant sur l'onglet Annuaire. Un filtre interactif permet de sélectionner ce que l'on souhaite visualiser, les acteurs ou les projets et dans quel territoire. Si l'on choisit d'afficher les acteurs, une liste apparaît à gauche avec les noms des structures et leur localisation est visible sur la carte. On peut aussi rechercher des compétences spécifiques grâce à un menu déroulant pour identifier les acteurs correspondant à un domaine donné. Chaque structure dispose d'une fiche d'identité accessible en cliquant sur son nom dans la liste ou sur son picto sur la carte. Si l'on sélectionne les projets, le fonctionnement est similaire. Une liste de projets s'affiche à gauche et chacun est repérable sur la carte. En cliquant sur le nom ou sur le picto, on accède à une fiche descriptive du projet avec les principales informations disponibles. À ce jour, 5 structures et 9 projets sont déjà répertoriés en Nouvelle-Calédonie dans l'annuaire en ligne. Mais une campagne de collecte de données vient de démarrer, ce qui permettra d'enrichir progressivement l'annuaire avec des informations à jour et représentatives de la dynamique locale.
Par ailleurs, une évolution du site web du Rhum est en préparation. L'objectif, offrir une navigation plus claire et plus intuitive avec un accès facilité aux données pour chaque territoire. Afin de renforcer la dynamique de conservation des mangroves en Nouvelle-Calédonie, un partenariat a été engagé entre le Rhum et la province sud. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté partagée de structurer et consolider un réseau d'acteurs engagés, créer du lien et favoriser les échanges entre parties prenantes, mutualiser les expertises et les retours d'expérience à l'échelle du territoire. Dans ce cadre, les outils développés par le Rhum peuvent être mobilisés au service des acteurs locaux. L'application mobile Rhum constitue un outil de terrain. Elle permet de signaler des perturbations et d'observer la faune. Elle favorise une sensibilisation active du public. Et elle contribue à mettre en place un réseau de surveillance participative des mangroves. Le site web du Rhum, quant à lui, joue un rôle de relais d'information. Il permet de valoriser les acteurs et les projets de Nouvelle-Calédonie. Il offre une veille technique régulière et il facilite le partage de données et de ressources à l'échelle régionale et ultramarine. Au-delà des outils présentés, le Rhum propose des projets et outils complémentaires, finalisés, en cours ou à venir. À savoir, le protocole de suivi MANRAM, qui est une méthode d'évaluation rapide de l'état de santé des mangroves, actuellement en cours d'ajustement. La préparation des listes rouges des mangroves du Pacifique et des Antilles, pilotée par le programme écosystème du Comité français de l'UICN, avec l'appui du Rhum. La production d'une cartographie nationale des mangroves, accessible en ligne, des études sur l'évolution des surfaces des mangroves dans le temps dans plusieurs territoires ultramarins, un guide de restauration des mangroves qui sera enrichi à moyen terme par la rédaction de fiches pratiques à destination des gestionnaires, et enfin la possibilité de visiter virtuellement plusieurs mangroves grâce au module interactif disponible sur le site du pôle relais zone humide tropicale. Le Rhum poursuit ainsi ses actions en s'appuyant sur des outils concrets et reste mobilisé pour accompagner les acteurs dans les différents territoires et pour soutenir des initiatives en cours ou à venir. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée mondiale des mangroves. Le Rhum, c'est vraiment pour nous l'application qui est extrêmement importante pour informer, sensibiliser et faire un relais d'information entre tous les acteurs. Donc le partenariat va se poursuivre pour justement le mettre à jour le plus régulièrement avec les projets, avec les acteurs, pour que chaque fois que le public ou les différents acteurs va avoir de l'information, ils peuvent le retrouver très facilement. La dernière diapo... j'ai déjà beaucoup parlé, je vous ai parlé cette fameuse phrase à l'horizon 2030, ce que l'on voulait faire. Voilà, on est en mi-2025. On a développé des choses pour informer et sensibiliser. On a développé de la recherche et on continue à développer des indicateurs pour mieux suivre les mangroves. On a travaillé sur un certain nombre de chantiers grâce à certains bailleurs et que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps à mettre en place ces projets avec beaucoup d'acteurs. Et aussi grâce à PIBAC à anticiper les effets du changement climatique. Et c'est grâce un petit peu à ce programme et aux mangroves qu'on a lancé une vraie dynamique provinciale pour travailler sur le changement climatique. Les mangroves sont vraiment un écosystème qui est particulier, mais qui a permis de fédérer autour tous les acteurs qui œuvrent dans leurs différentes missions sur le changement climatique. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie dynamique en cours qui est extrêmement importante. Et donc, au-delà des chantiers et de la préservation de cet écosystème, vraiment, l'important, c'est vraiment beaucoup de gens qui se sont impliqués et qui continuent à avoir ce travail de tous les jours, même quand quelquefois on n'arrive pas à sortir suffisamment d'argent. Je pense vraiment à Monique Lorfanfan. On avait prévu de l'argent pour revégétaliser rapidement les digues qu'on a déblayées sur Ouémo, mais malheureusement, il n'y a plus de financement, mais elle s'est quand même débrouillée pour aller chercher de l'argent ailleurs et s'investir sur ce projet. Et donc, il y a cette dynamique, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut arriver à préserver. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on va faire passer le micro dans la salle. Il faut bien attendre d'avoir le micro en main pour poser votre question. C'est pour Calédonia qui filme la conférence de ce soir.
Oui, merci. Alors, effectivement, c'est important de mentionner l'action des associations. Calédocline, SOS Mangrove, ne sont pas les seuls, puisque on avait François Tron qui représente Kiwa. Je voudrais demander à Cyril Marchand, puisque il a travaillé sur les mangroves dans différents endroits dans le monde. Hein. Tu sais, tu disais que tu allais à Saigon, tu as vécu à Saigon. Est-ce que à Nouméa, on a la chance d'avoir une mangrove particulièrement intéressante par rapport à ce que tu as pu voir ailleurs dans le monde? Est-ce que on a conscience à Nouméa de la richesse, de la qualité, de la beauté de notre mangrove par rapport à ce qui existe ailleurs dans le monde? Alors, c'est sûr qu'il y a une prise de conscience et il y a une amélioration. Je pense qu'on a des choses encore à faire. Si on regarde les derniers lotissements qui ont été construits, ils ont été construits réellement sur le bord de mer. On ne prend pas en compte le fait que le niveau des océans monte. On ne laisse pas la place pour la mangrove de reculer. Le projet dont je parlais sur la fixation du CO2, il se fait en partenariat avec une université à Singapour. On va faire la même chose à Singapour et à Nouméa et faire des comparaisons. Le constat, il est le même partout. Quand on a besoin de faire du développement économique, on fait le développement économique. Parce que la priorité dans ces pays émergents, c'est vraiment de nourrir les populations. Alors que nous, on a la chance d'avoir de quoi nourrir nos populations. On a encore cette chance-là. Peut-être qu'on ne l'aura plus demain, mais on l'a encore. Donc l'environnement, pour nous, il existe. Ailleurs, il est moins prioritaire. Non, mais ce que tu as dit, les mangroves de Nouméa. Alors les mangroves de Nouvelle-Calédonie, elles sont magnifiques et puis elles sont très diverses. On n'a pas la chance de trouver une telle biodiversité sur un petit espace ailleurs dans le monde, parce que justement on a des diversités climatiques, on a des diversités de sol, et puis on a une faible densité de population. Donc à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, oui, on a des mangroves qui sont magnifiques. À l'échelle de Nouméa, on a encore de belles mangroves et notre défi, c'est de réussir à les préserver en l'état pour montrer que ailleurs aux autres, ceux qui n'ont pas forcément les moyens scientifiques, intellectuels et financiers, eux, ils ont réussi. En parlant de Nouméa, nous aussi, on peut y arriver. Je considère qu'on doit être exemplaire. On peut encore le faire parce qu'il reste de belles mangroves en zone urbaine. Voilà. Bonsoir, merci aux deux intervenants pour les présentations, c'était super intéressant. J'ai deux petites questions, une question de gestion plutôt. J'imagine qu'il y a des interactions assez fortes entre la mangrove et les récifs coralliens, donc que ce soit écologique, physique, chimique. Est-ce que dans le plan d'action mangrove de la province, il est prévu quelque chose pour la partie corallienne, notamment corallienne adossée à la mangrove? Et puis j'ai une deuxième question plutôt scientifique. Si on se projette dans un futur sans les récifs coralliens, on sait que les mangroves, elles se développent plutôt dans des conditions d'agitation assez calmes. C'est embouchure, fond de baie ou à proximité de zones où il y a finalement peu d'énergie, peu de vagues. Est-ce que on peut s'attendre à ce que les conditions d'agitation peut-être plus fortes dans le futur, sans les récifs, finalement, on n'arriverait pas à compenser avec tous ces magnifiques projets qui sont sur le territoire et dans le monde de replantation, de revégétalisation? Je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est une question que je me posais. Voilà. Merci. Okay, je vais commencer la réponse et puis ensuite je donnerai le micro à Emmanuel. Alors c'est plutôt l'inverse qui se passe. Il y a plus de mangroves sans environnement récifo-lagonaire que des mangroves avec des environnements récifo-lagonaires. En Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, au large de l'Amazonie, en Asie Sud-Est, il n'y a pas tous ces récifs. Et pourtant, il y a les plus grandes mangroves du monde. Et si nous, en Nouvelle-Calédonie, on a un récif en si bonne santé, c'est parce qu'il y a de la mangrove. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque la litière se décompose, elle produit du CO2. Alors, les poissons, les crabes, ils se nourrissent pas des feuilles de palétuvier parce qu'ils sont très riches, les feuilles sont très riches en tanins, très pauvres en acides gras intéressants. Par contre, la décomposition de la litière
elle va permettre à des bactéries, à des champignons de se développer et surtout ça produit du CO2. Et le CO2, lorsque la marée redescend, c'est ce qu'on étudie, c'est exporté à proximité de la mangrove et le phytoplancton, les microalgues qui sont à la base du réseau trophique, en fait se nourrissent du CO2 qui provient de la décomposition de la litière. Alors ce sont des études que j'ai fait notamment au Vietnam où on suit le carbone avec des isotopes et on s'aperçoit en fait que le CO2 qu'il y a dans les chenaux de mangrove, le carbone, il provient des feuilles de palétuvier et que ce CO2 qui est présent dans les chenaux, ensuite il va dans le phytoplancton et ensuite il est intégré au réseau trophique. Donc c'est parce qu'on a de la mangrove qui produit des sels nutritifs et du CO2 qu'on va avoir un environnement récifo-lagonaire aussi riche. Donc le lagon est plus dépendant de la mangrove que la mangrove n'est dépendante du lagon. Oui, pour compléter, parmi les rôles essentiels en tant que solution fondée sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, les mangroves sont un vrai filtre à sédiments entre les bassins versants et les eaux lagonaires. Et du coup, effectivement, limite cette sédimentation sur les récifs rangeants et sur les herbiers et au-delà, qui sont juste à côté de ces mangroves. Donc, effectivement, il y a un vrai rôle qui est important. Et effectivement, c'est peut-être plus facile d'arriver à conserver des mangroves que d'arriver à conserver sur du long terme des récifs coralliens. C'est plus facile à monter des chantiers de réhabilitation de mangroves que des chantiers de réhabilitation d'un récif barrière comme le récif Aboré qui fait 23 km de long. Donc, il y a une vraie importance, c'est que c'est vraiment quelque chose de très important de préserver ces mangroves pour préserver cette arrière mangrove. En revanche, de trouver le lien entre les deux, effectivement, on l'apprend à la fac, les liens entre les différents récifs coralliens et écosystèmes associés que sont la mangrove et les herbiers, mais d'arriver à démontrer que ce que l'on a fait en réhabilitant une mangrove a eu un impact positif sur l'herbier et le récif rangeant derrière, c'est extrêmement compliqué. Donc on est sur ces facteurs de connectivité qui sont liés alors à la fois sur ce côté chaîne trophique, mais également sur cette problématique de sédiment qui fait que l'eau est plus claire en arrière d'une mangrove que s'il n'y en avait pas. Voilà. Donc c'est vraiment un enjeu important parce que en parlant dans le code de l'environnement, la mangrove, au même titre que les herbiers et les coraux, sont des écosystèmes d'intérêt patrimoniaux qui sont dans le code de l'environnement. Et chaque fois qu'il y a un impact par des travaux ou un lotissement, ou quel que soit, on fait la fameuse séquence éviter, réduire, compenser. La compensation d'un récif corallien, au regard des 4500 km² de récifs coralliens qu'on a en Calédonie, n'a pas vraiment de sens. Alors qu'une mangrove, quand elle est détruite, ou quand on veut dire mais on va revégétaliser de la mangrove, s'il n'y a pas de mangrove à un endroit, c'est qu'il y a une pression, c'est qu'il y a une raison. Et qu'il faut d'abord étudier cette raison et après trouver les moyens pour pouvoir la réhabiliter. Et les herbiers, j'en parle pas, on est encore loin d'arriver à compenser des herbiers dans différents endroits. Donc, je veux dire qu'en termes de levier de gestion, c'est plus simple de la mangrove que sur les autres écosystèmes marins. Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais en début de mandature, on avait visité, on est allé visiter un chantier une aire éducative, à Yaté. Et on avait d'ailleurs des très beaux sujets de mangrove. Et j'avais eu un échange avec un monsieur qui me disait que ce que faisait SOS Mangrove, il y avait beaucoup de pertes. Est-ce qu'on a progressé sur la maîtrise des process pour la plantée des mangroves ? Oui, on a beaucoup progressé. Il y a 25 ans, on prenait les propagules et puis on les plantait un peu partout. En fait, il y a cette zonation et on sait que chaque espèce va se développer dans une zone spécifique de la plage. Quand je compare la mangrove à une plage, donc il y en a qui préfèrent être en bas, d'autres qui préfèrent être en haut de la plage, c'est par rapport à la salinité. Et il y a des espèces qui préfèrent avoir beaucoup d'eau, d'autres qui préfèrent avoir moins d'eau. On sait que dans les estuaires aussi, il y a des arbres qui s'appellent des bruguiera, des palétuviers avec des fruits un peu orange. Eux, ils aiment bien l'eau douce. On va les retrouver à Wallis, on va les retrouver à Ouvéa, typique des systèmes karstiques. Donc on maîtrise mieux maintenant la répartition des différentes espèces et leurs besoins par rapport à leur développement. On sait aussi que s'il y a beaucoup de houle, par rapport à votre question, ça prendra pas. À la plage de Magenta, il y a des endroits où il y a trop de houle, donc on peut pas. Alors ce qui est fait maintenant, c'est que notamment les associations
utilisent des pépinières. Donc elles prennent les propagules, les fruits, elles les mettent à l'abri dans la mangrove, le temps qu'elles aient 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il y ait quelques feuilles, que ça fasse 20 cm, et ensuite on peut les replanter dans un endroit qui n'est pas des plus favorables. Mais c'est sûr que si on prend le propagule qu'on plante direct dans un endroit favorable, ça ne marche pas. Donc on connaît mieux leurs besoins, on connaît mieux la répartition, et on sait comment faire pour qu'elles repoussent dans un endroit qui est plus délicat, plus difficile. Oui. Pour compléter, alors il y a une partie d'empirisme, un échec, c'est juste de dire que la prochaine fois on fera mieux. Il y a une association, il y a Conservation Internationale qui va tester en baie du Mont d'Or, en baie de Morari, des fascines. Je n'ai pas expliqué les fascines qui sont faites sur le bord du littoral pour préserver le retour de chaque vague. Chaque vague arrive contre une petite micro-falaise et ramène tout ce qui s'est déposé à cet endroit-là, le ramène en mer. Et en mettant des piquets avec des palmes de coco, ça va bloquer ce retour de la matière organique et de toutes les graines dans les zones qui sont sur la micro-falaise. CI veut faire la même chose dans la baie où en fait il y a beaucoup de matière en suspension qui est remise, tous les sédiments sont remis en suspension par les vagues parce qu'elle est dans l'axe de l'Alizé. Et du coup, en mettant ces fascines en coco, ça va juste derrière sédimenter ces matières en suspension et arrêter cet effet de la houle et des vagues. Et l'objectif, c'est que ça remonte suffisamment le sol et sans qu'il y ait cet hydrodynamisme par les vagues pour que justement des palétuviers puissent y pousser. Et une fois que ça a commencé à initier la survie de ces propagules, de ces palétuviers, eh bien la fascine ne servira plus à rien. Ça va s'auto-alimenter parce que ça va fixer le sédiment. Donc ça, il y a de loin encore pour arriver à cet objectif-là, mais en tout cas, ils vont essayer, ils ont trouvé un financement et ça va commencer cette année pour faire ces essais et on verra ce que ça donnera. Si ça fonctionne, eh bien, ça fera un projet pilote que l'on pourra décliner dans d'autres sites où justement le fait qu'il y ait beaucoup de matière en suspension fait que, et beaucoup de vagues, fait que la mangrove ne peut pas commencer à s'installer sur ces espaces-là. Pas d'autres questions? Bon, ben on va conclure. Moi, j'ai beaucoup parlé. Hein. Bon, bah allez, je m'écolle. Je fais l'ouverture et la fermeture. Bon. Non, mais merci beaucoup. Merci pour votre écoute studieuse sur ce sujet. Alors, vous voyez, c'est vrai que j'avais oublié qu'effectivement, au départ, j'avais dit il faut aller voir Cyril Marchand, et c'est parti en fait d'une espèce d'intérêt passionné pour ce sujet, parce que je crois sincèrement que la mangrove fait, au même titre que la forêt sèche, partie de ces trésors naturels de la Calédonie qui sont sous-valorisés. Et on aime beaucoup à la province, enfin en tout cas moi, travailler en partenariat avec le monde extérieur. Je crois que on l'a testé sur plein de sujets. On avance de façon beaucoup plus intéressante lorsqu'on partage l'information, lorsqu'on s'aide les uns les autres, lorsqu'on monte une vraie équipe, une vraie coalition de bonne volonté sur un sujet. Et ça a très bien marché sur le projet Mangrove. Moi, je me félicite vraiment qu'on ait pu bien raccrocher les compétences de Cyril Marchand avec la volonté des équipes de la province Sud, apporter cette caution morale d'une collectivité, être soutenu par les communes qui ont joué le jeu. Et ça fait plaisir de voir qu'on a constitué cette communauté. Donc je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que cette communauté, elle continue à vivre. Malgré ton départ, Emmanuel, et vraiment on le regrette. Tant mieux pour la Réunion, tant pis pour nous. Et qu'on puisse continuer à avoir ces projets que tu as initiés, hein, avec les financements, et continuer à faire en sorte que ce dont nous avons hérité de cette terre, nous puissions le transmettre à nos enfants, qu'on puisse vraiment tourner la page de cette Calédonie où on rembliait, on faisait n'importe quoi, et que ce trésor magique que sont les mangroves puissent vraiment trouver leur pleine place, être notre patrimoine, et puis que ça puisse contribuer aussi à ce qu'on fasse aimer notre île à tous. Merci à vous.